Je suis incapable de m'arrêter de créer. C'est un problème que j'ai les idées qui fusent tout le temps, et je dois faire des choses. C'était un jeu de skateboard de saucisse, donc c'est vraiment une saucisse avec des bras et des jambes qui fait du skateboard. Et le machin est moche, il est pété, il est nul. C'est plutôt fun. Et ça a été un franc succès au Brésil, parce que le jeu pèse moins de 20 mégaoctets. Le fanart, c'est sympa, ça permet d'avoir beaucoup de traction sur les réseaux sociaux et tout, mais malheureusement, ça éclipse totalement mes trucs originaux. Parce que dans mon expérience d'indépendant, j'ai sorti un jeu sur Steam aussi, un petit party game vachement sympa, vachement péchu, chaotique et tout. Hey, salut les kids! On se retrouve à Indie & Co, le podcast indépendant des jeux indépendants et de l'écosystème indépendant. Tout est indépendant ici. Tout est indépendant. On retrouve pour cet épisode Jérôme, alias Mon Amiral. Bonjour Jérôme. Bonjour. Et on est heureux de te retrouver, enfin de te découvrir aussi, parce que nos auditeurs et nos spectateurs vont découvrir tout ça. On se présente nous, Alexis au mic, François de mon côté à la régie. Ils sont deux cette fois-ci. Attention, il y a du matos. Il y a Chris et Étienne, un au son, un à la vidéo. Eh ben Jérôme, si tu veux te présenter, je te laisse le micro pour le début. Très bien. Du coup, je m'appelle Jérôme, comme indiqué. J'ai 31 ans, je suis scorpion. Ascendant quoi ? Alors, je sais pas du tout. Je suis pas au courant de tout ça. Mettez dans les commentaires. On me connaît aussi sous le nom de Choupi, mais sur Internet, c'est Mon Amiral. Okay. Je suis un développeur indépendant depuis maintenant 3 ans. Je suis un peu touche à tout, initialement un programmeur. Je fais aussi de la modé 3D, de la 2D, de la pâtisserie, ce genre de choses. Dans les jeux vidéo. Exactement. Ça peut être un truc, ça peut être un délire. On va commencer sur les questions un peu globales. C'est quel type de jeu qui te définit, toi en tant que joueur ou en tant que développeur, ça peut être l'un ou l'autre. Ça va pas être les mêmes en tant que joueur et en tant que développeur. En tant que joueur, j'aime des expériences assez uniques qui vont me toucher, mais aussi simplement de passer un bon moment. Je suis là pour m'amuser, pas forcément pour me challenger. Et en tant que développeur, plusieurs facettes, mais vraiment le cœur de ce que je fais, c'est du n'importe quoi. J'aime faire des trucs loufoques, goofy, moches, cassés et ultimement fun, en partie parce que on peut en rire, quoi. Okay. C'est quelque chose qui se retranscrit pas dans toutes mes œuvres, mais c'est vraiment celles qui sont plus proches de mon cœur qui vont être du gros n'importe quoi. Ok, d'accord. Et tu parles d'œuvres qui te touchent. Est-ce que tu as des exemples, des jeux qui t'ont vraiment marqué, que ce soit dans tes débuts dans le jeu, enfin de jouer à un jeu vidéo ou je sais pas, vraiment des trucs où tu reviens tout le temps, c'est des réminiscences tout à fait. À chaque fois. Franchement, le jeu qui m'a le plus marqué, je pense comme pas mal de monde, ça va être Outer Wilds, qui est magnifique, intéressant, somptueux, qui te touche au plus profond de ton être. Mais il y a aussi des trucs bien plus simples. J'ai une affection particulière pour Doshin the Giant, qui est un jeu GameCube, je crois que c'est initialement un jeu Nintendo 64. Okay. Mais c'est un god game que j'avais acheté quand j'avais 12 ans, quelque chose comme ça, et que sur le moment, j'avais pas du tout aimé. J'avais trouvé ça particulièrement nul, parce que moi, je voulais tirer sur des méchants et faire des explosions et des trucs comme ça. Mais des années plus tard, je l'ai retrouvé, et c'est une expérience super chill, super mignonne. Tu contrôles un grand géant jaune avec un gros sourire avec la tête du personnage de Roblox dessus. Okay. Et tu dois juste satisfaire des villageois en déplaçant des arbres, des maisons et tout. Et c'est vraiment juste une expérience enchanteresse un petit peu. C'est fantastique. Et du coup, tu as eu ta revanche sur ce jeu en te disant « Allez, je me remets dessus » et puis... Exactement. Je crois que j'y avais joué quelques heures après l'avoir acheté, puis je l'avais laissé tomber. Et je ne sais pas trop pourquoi je l'ai repris des années plus tard. Et j'ai vraiment trouvé ça marrant, fun. Les petites musiques sont charmantes. C'était vraiment... soudainement, j'ai redécouvert le jeu avec un regard nouveau, une appréciation des jeux vidéo nouvelles. Et là, d'un coup, c'était un jeu pour moi. Et tu vois, c'est assez rigolo parce que souvent, on commence les podcasts en demandant c'est quoi
comment tu as découvert le jeu vidéo? Je pense que tu as dû le voir si tu avais regardé quelques épisodes. Et en fait, tu as des jeux comme ça qui marquent un peu le parcours de développeurs et de créateurs de jeux. Et au final, ça, je pense que c'est un jeu au final que tu as découvert il y a longtemps, tu vois, que tu as un peu mis de côté, que tu as redécouvert et qui peut aussi te façonner d'une certaine manière. Mais est-ce que c'était ton premier jeu ou est-ce que tu avais... c'est quoi ton premier souvenir au final J'ai pas souvenir de mon premier jeu, mais j'ai des souvenirs des événements marquants liés aux jeux vidéo. Le plus ancien, je dirais, c'était une petite fête d'anniversaire chez un copain. Il y avait une console, et je crois que c'était l'une des premières fois que je voyais les jeux vidéo, donc je pense pas que ce soit la première, mais bref. Et on était plein de gamins, donc j'ai pas eu l'occasion d'y jouer pendant un moment, jusqu'au moment où on servait le gâteau et on coupait des parts. Tout le monde est parti de la chambre. Moi, je suis resté, j'ai joué à la console. La maman est venue, genre, on coupe le gâteau, viens. Et c'est l'un des souvenirs que j'ai dans ma tête, vraiment, de ma relation avec le jeu vidéo. Rapidement, on a fini par assez harceler mes parents pour en avoir chez nous, mais on nous mettait des limites assez fortes. Je crois que c'était 3 heures par semaine, grand maximum. On trichait non-stop, on en sait bien plus que ça. J'ai un souvenir de moi à 7h du matin, je me levais très tôt quand j'étais gamin, en train de jouer en pyjama à Wind Waker. On était un foyer Nintendo, donc on a eu la GameCube, plusieurs DS, bien sûr les Game Boy avant ça, pardon. La Wii, maintenant j'ai la Switch, ce genre de choses. Je suis assez fidèle aux licences Nintendo via ça. Et donc, entre autres, Toshin the Giant sur GameCube. Mais le jeu vidéo, ça a été très vite très addictif pour moi. Et c'était vraiment un monde qui me captivait, qui me happait immédiatement. Et c'était très difficile de m'en décrocher. Donc, mes parents ont sans doute eu raison en limitant le temps de jeu par semaine. Et voilà où tu en es maintenant. Ce qui est assez rigolo quand même, c'est que ton anecdote d'anniversaire, c'est littéralement la même que la mienne. Ah ouais ? C'est-à-dire que c'était l'anniversaire chez un pote et on a joué à la Super Nintendo et j'étais pas du tout dans les jeux vidéo à ce moment-là. Et c'était, je sais plus, ISS, un jeu de foot, un truc comme ça. Mais vraiment le truc en mode « Ah, c'est interactif, c'est trop bien » et tout. Même la vibe. découverte d'un média. Par contre, je pense que quand il y a eu le gâteau, je suis parti. Ah oui, donc l'anecdote, elle est moins bien, je trouve. Et voilà, et ça finit faire des podcasts. Justement, du coup, tu dis que tu as joué beaucoup à des jeux Nintendo, mais après, tu es passé à du PC ou entre-temps, comment tu as fait la bascule après d'aller vers le développement, quoi? Alors le développement, ça c'est une anecdote assez cool. Je l'ai commencé à 10 ans. Je ne sais pas comment on est tombé dessus avec mon frère, mais sur l'ordinateur de mon père, on a trouvé Click and Play, qui est un logiciel par ClickTeam, je crois, qui est un moteur de jeu. On peut faire ses sprites dedans, on a des comportements de base, genre platformer 2D, ce genre de choses. Et c'est régi par un système d'event super simple et super compréhensible par des enfants. Donc c'est vraiment, si le personnage touche cet objet-là, il se passe ça. Et c'est vraiment juste tout ça. Et pour un enfant de 10 ans, c'était compréhensible. Et j'ai fait des petits jeux, ils étaient nuls, c'était franchement rien. Mais ça donne une expérience, quoi. Voilà. Après qu'on s'en soit lassé, par contre, je me suis plus réintéressé au développement de jeux vidéo pendant longtemps. Mais c'est l'un des piliers de mon début de jeu sur le PC. J'ai des gros souvenirs de Lego Racers. On avait une démo qu'on s'est tournée en boucle. Il y avait un seul niveau, la musique me hante encore de Lego Racers. Mais, on a trop d'anecdotes similaires là. C'est vraiment, ça commence à devenir gênant là. Peut-être qu'on est liés. J'ai la même démo de Lego Racers dans ma tête aussi, avec la même musique. Je suis persuadé de ça. Les vrais savent. Ouais. Mais je sais pas trop comment on en est venu au jeu sur PC. Je me souviens de pas Yeti Sport, pardon, Ski Free avec les Yeti, qui est un classique vraiment. C'était grosso modo, je pense que le pipeline c'était ok, on a des jeux sur notre Game Boy et ce genre de choses et c'est sympa, mais sur l'ordinateur du tonton, il y a des jeux plus cool. Et du coup, il va nous falloir aussi des jeux sur l'ordinateur. On harcèle le papa. Papa est un petit peu intéressé par aussi les jeux, donc on finit par switcher petit à petit.
Mais maintenant, je suis quasi exclusivement un joueur PC. La Switch, c'est surtout pour les voyages et ce genre de choses. C'est plutôt pratique. Et en même temps, bon, c'est pas tout à fait vrai pour les jeux indépendants, mais les expériences de jeu sont quand même très différentes sur PC que sur console. On va pas avoir le même public, pas le même genre de jeu. C'est pour des goûts différents, pour des jours différents. Ouais. Ouais, ok. Et du coup, donc, ces premières expériences de click and play, c'est ça, tu dis? Et t'as fait t'as commencé à rebidouiller d'autres choses, entre 10 ans et après, quoi, tu t'es dit, en fait, click and play, je vais en faire mon métier. Absolument pas du tout. Il n'y a pas click and play 2.0. Ouais. Il existe encore le logiciel de ClickTeam. Maintenant, c'est ClickTeam Fusion 2.5, disponible sur Steam. Donc, c'est encore au goût du jour. Enfin, c'est pas tant au goût du jour que ça, parce que par exemple, sur l'animation 2D, ils n'ont pas les onion skins ou ce genre de choses, qui est quand même pour le confort important. Mais non, click and play, on s'en est lassé au bout de quelques semaines, quelques mois. J'ai le souvenir d'un jeu un peu nul qu'on avait fait, qui est vraiment le seul dont je me souvienne. Et entre-temps, moi, le développement de jeux vidéo, j'avais jamais considéré ça. Ok, donc t'as mis ça de côté, t'as pas fait d'autres trucs C'est vraiment arrivé tardivement, l'idée de pouvoir faire ma vie en développement des jeux vidéo. Puisque après le bac, je savais toujours pas ce que je voulais faire. J'avais fait un bac S, j'ai suivi un de mes copains en DUT informatique. Après le DUT informatique, je savais toujours pas ce que je voulais faire. Je l'ai suivi en licence professionnelle administrateur de réseau et base de données. C'est un sacré long. Et c'est là que, sur League of Legends, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit « Mais tu sais, les écoles de jeux vidéo, ça existe, tu pourrais faire ça. » Waouh, incroyable. Donc je me suis retrouvé à soudainement vouloir faire des jeux vidéo plutôt que de juste ne pas savoir ce que je voulais faire. J'avais déjà un petit background de développeur, donc 3 ans quand même d'apprentissage de la programmation et de la technique. Et je me suis retrouvé à Supinfo Game Rubica, à Valenciennes, pour apprendre pendant 2 ans le game design et ce qui est associé dans un master réalisateur vidéoludique, option game design et management. Donc là-bas, je me suis rendu compte que le game design, c'était pas pour moi. Après 2 ans. Vraiment, ma vision à ce moment-là, c'était beaucoup d'écriture de documents, de l'équilibrage, ce genre de choses. Moi, je voulais mettre les mains dans le cambouis, je voulais vraiment triturer le truc. Et c'est ce que j'ai fait, puisque après ça, je suis parti à Amplitude Studio, dont on vous a parlé plusieurs fois par les précédents invités. En tant que. Voilà, dans je ne veux pas les mettre. Et j'ai commencé là-bas en tant que programmeur gameplay sur Endless Space 2. Donc je suis arrivé juste après le reveal du jeu à la Gamescom. Juste avant. Donc tout était en feu. C'était vraiment en mode il faut que la démo soit prête, il faut qu'on puisse tout montrer. Jérôme, va regarder la liste des bugs. Prends une chaise, assieds-toi là-bas. J'avais quoi, 21 ans, donc en plus j'étais le plus jeune de la boîte. C'était vraiment intimidant. Mais en même temps, c'était incroyablement excitant d'arriver sur un véritable jeu, un véritable projet. C'était pas du tout le genre de jeu auquel je joue. Un jeu de stratégie, c'est pas pour moi, un 4X encore moins. Mais c'était vraiment un jeu, quoi. Je bossais sur un jeu, j'étais payé pour bosser sur un jeu, et c'était fantastique. Je suis resté dessus pendant plusieurs années, pendant pas mal de DLC. J'ai ensuite embrayé sur Endless Dungeon, qui vous a été aussi mentionné par d'autres invités. Et je suis parti pendant le développement, parce que ça se passait pas exactement de la façon dont je le voulais. Je commençais à me sentir un petit peu limité dans le cadre d'être employé, être un développeur dans une équipe, et je voulais voir ce que ça donnait d'être indépendant. Et c'est là que j'ai découvert le processus d'émission et reconversion avec création ou reprise d'entreprise. Je fais vraiment des longs noms. T'aimes bien quand c'est administratif. Voilà. Juste une simple explication, au bout de 6 ans d'emploi continu, vous pouvez créer un projet de création d'entreprise et recevoir le chômage pendant la durée maximale. Et donc ça fait une sécurité financière incroyable pour se lancer à l'aveugle totalement dans un projet comme partir en indépendant. C'est pas à l'aveugle parce qu'on vous demande de créer un business plan, d'avoir vraiment une idée de ce que vous allez faire. Donc moi c'était ok, alors je vais faire 3 jeux par an et tout ça, et petit à petit ça va être des slow burners, donc ça va vraiment juste rien rapporter au début, mais il y aura la sécurité, et donc tout ça. J'ai pas du tout fait ça, j'ai fait un burn-out direct. Ah merde. Ça a été, j'ai vraiment embrayé directement, en fait j'étais bien trop chaud.
Et j'étais déjà un petit peu burn-out d'Amplitude parce que je me mettais beaucoup de pression pour faire des trucs de qualité. Et ça n'a pas marché, quoi. J'ai vraiment direct cramé. J'ai pris un petit moment pour me reposer quand même, pour faire ce que je voulais. Et ce que je voulais sur le moment, c'était en fait juste faire des fan-art de VTubers. Les VTubers, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des streamers ou créateurs de contenu vidéo en général qui ont un système de mocap live et avec un avatar qui est associé. Donc sur les iPhones, par exemple, on peut avoir la tête d'un requin, ce genre de choses. Là, ça va surtout être des anime girls. Et je suis totalement tombé dans ça pendant le Covid. Franchement, j'étais isolé, j'étais dans mon tout petit appart parisien de 23 mètres carrés. Il me fallait quand même une sorte de contact social et je suis tombé dans les streamers, en particulier les VTubers. Et en fait, j'exprime moi mon appréciation d'un contenu en créant quelque chose qui est lié. Donc que ce soit un film qui m'inspire ou dans ce cas-là des créateurs de contenu qui m'inspirent, et bien du coup je me suis retrouvé à créer des modèles 3D généralement, les mettre sur VRChat, qui était aussi quelque chose que j'avais adopté pendant le Covid et ce genre de choses. Et franchement, je passais un super moment. Et puis juste avec la stabilité financière du coup du chômage, j'avais pas besoin de me prendre la tête avec quoi que ce soit. Ouais, ça suffisait, quoi. Exactement. Ça fait beaucoup d'infos là. Je reviens un petit peu en arrière. J'enchaîne. Du coup, tu disais ce dispositif du chômage, du coup, c'était donc au bout de 6 ans. Et en fait, c'est juste démission et tu enchaînes sur un truc ou c'est c'est juste ça, quoi. C'est Exactement. Okay. Il faut avant tout créer un dossier pour expliquer que ton projet est réel et sérieux, ce sont les termes utilisés. Il sera revu par une commission qui déterminera que, en effet, tu as fait un business plan qui est crédible, tu as quelque chose qui est légal, qui est correct, et du coup, tu peux partir, donc démissionner après l'approbation et recevoir directement tous tes droits à plein pot. Ok. Donc, c'est moins intéressant maintenant. À l'époque, moi, c'était 2 ans le chômage, ça a été nerfé entre-temps, mais c'est quelque chose qui nous regarde, il y a des gens qui pensent à se lancer en indépendant, c'est quelque chose que vous pourriez considérer. Après la période en ce moment, je sais pas si c'est la meilleure. Retrouver de l'emploi après, c'est compliqué. Ouais, Donc c'est quand même pas sans risque. Même s'il y a la stabilité financière pendant un moment, c'est pas indéfini. Et donc avant Amplitude, donc en fait t'es sorti des études, t'es allé direct chez Amplitude, t'as fait 6 ans et tu t'es lancé après en indé. Exactement. T'avais pas fait des stages, des trucs avant, des choses J'avais fait des stages à l'IUT, c'était grosso modo facturation de dallage de sol. C'était de l'informatique bête et méchante. On fait un système de facturation, on fait des sites web pour un vendeur de feux d'artifice. Je le dis avec un mauvais ton, mais c'était pas mauvais. C'était juste que c'était pas ce qui m'intéressait. Ouais. J'ai aussi fait un véritable stage dans le jeu vidéo quand j'étais à Rubica, à Super Info Game. C'était par contre du mobile, donc c'est pas tout à fait ce qui m'a intéressé. Mais vraiment, en tant qu'employé, j'ai une seule expérience professionnelle et c'est Amplitude. Ouais, d'accord. Et après, derrière, tu t'es mis dans le... BIM direct. Et donc ça, en fait, du coup, tu dis, t'as pas suivi le plan, t'as fait un burn-out. T'as produit des choses entre-temps, enfin, pendant cette période-là, où justement, tu t'es juste dit, oh, je prends du temps, Et après, je tombe dans les youtubeurs, dans les VTubers, pardon. Je suis incapable de m'arrêter de créer. C'est un problème que j'ai les idées qui fusent tout le temps, et je dois faire des choses. Il y a un moment, il y a quelques semaines, j'ai juste essayé de prendre une petite semaine de repos, de me dire, allez, je reste chez moi, je fais rien, je crée pas, tout ça. C'était physiquement difficile de pas aller dans mon bureau et de faire un petit truc parce que je dois créer. Donc même quand j'étais un petit peu cramé, du coup, c'est comme ça que je me suis mis petit à petit à faire les modèles 3D. Parce que c'était quelque chose quand même qui était vraiment différent du développement de jeux vidéo, c'était vraiment un truc à part. Je le montrais pas vraiment forcément, il n'y avait pas de pression. C'est un truc que tu peux faire en one shot et du coup comme ça tu as un peu la satisfaction d'avoir fini quelque chose. Exactement. Et puis comme tu dis, c'est vraiment un truc qui est vraiment à part à ce que tu sais faire et donc potentiellement c'est une autre partie de ton cerveau qui va travailler dessus. Et... Un set de skills totalement différent. Ouais. Et la durée aussi bien sûr. Bon, je faisais des modèles principalement de petites mascottes, donc c'est des personnages simples. Ça durait quoi, 5 heures un projet au lieu de 5 semaines pour un jeu. C'est pas le même scope. Et donc la mocap, c'est quelque chose que tu appliques par-dessus. Enfin, comment ça fonctionne? C'est ton modèle 3D, comment tu fais pour qu'il s'anime en fait?
Le principe le plus basique, c'est que tu vas avoir une application qui va gérer du coup la captation de mouvement, donc soit une application qui utilise ta webcam, soit un iPhone, puisque c'est en fait avec les caméras LiDAR, c'est le truc le plus fiable du moment, accessible en tout cas à tout le monde. Et ensuite, ça envoie les informations à un autre logiciel. Il y a plein de trucs qui se battent pour avoir la meilleure qualité. Et ce, soit en 2D, soit en 3D, puisque tu vas avoir des personnages qui vont être animés à base de sprites découpés ou à base de modèles 3D. Et ensuite, du coup, il y a toutes les blend shapes, les shape keys, les mouvements et ce genre de choses. Quelques add-ons que tu peux avoir, genre les déplacements des doigts, des mains, du full body, si tu as vraiment le budget. Ça peut être vraiment les VTubers, ça part de un PNG qui s'anime quand tu parles. Avec la bouche comme les Canadiens dans South Park. Ce genre de choses. Ouais. Jusqu'à un studio de mocap à 60 millions de yens, je crois, pour la plus grosse agence de VTubers. Donc ça rigole moins. Voilà. Après, voilà, c'est le leader du domaine. Okay. Ils ont le budget pour. Et du coup, les modèles que tu fais, c'est des choses que tu rétribues aux VTubers ou c'est vraiment des choses que juste pour le plaisir de reconstruire ça? Initialement, c'était des choses que je faisais uniquement pour le plaisir. Ouais. C'était vraiment, je crée le modèle, je fais un petit gif, je le poste sur Twitter avec le hashtag du VTuber en question. Et voilà, j'ai quelques interactions, c'est sympa. Mais ensuite, j'ai commencé à les uploader sur VRChat, donc publiquement accessible, ce genre de choses. Et surtout, il y en a une qui m'a remarqué et qui a dit « mais c'est trop bien, fais-moi-en 3 pour mes potes ». Et c'était ma première commande de ma vie et c'était le début d'une aventure que je ne soupçonnais pas quand j'ai fait mon business plan d'indépendant. Bah oui, j'imagine. Puisque je suis passé en artiste véritablement, je dirais pas full-time, mais en activité principale. Moi, j'ai envie de savoir, parce que c'est vraiment un truc... on a un gars dans l'asso qui est fan de VTuber, et c'est dommage d'ailleurs qu'il ne pouvait pas venir ce soir. Ça aurait été sympa de pouvoir avoir des relances, des choses à dire. Moi, c'est un monde que je ne connais pas du tout. Je pense, François, tu ne connais pas du tout non plus. Très peu. Et c'est un peu, genre, j'ai envie de savoir, c'est quand est-ce que ça a pris, quand est-ce que ça a commencé, c'est quoi les communautés, les choses, comment les gens fonctionnent Je connais pas l'historique complet, mais je sais que ça vient du Japon, auquel c'est bien antérieur par rapport aux communautés anglophones. Mais c'est en 2020 que ça a vraiment explosé, où il a commencé à y avoir vraiment dans les communautés anglophones davantage de VTubers, des gens qui s'y intéressent, la technologie qui évolue aussi, qui devient plus accessible, plus facile à prendre en main, les modèles qui sont plus faciles à faire, ce genre de choses. Et ça fait que maintenant, par exemple, on le voit, c'est devenu tellement gros que si vous avez regardé les Game Awards l'année dernière, le Content Creator of the Year de l'année dernière, c'est Iron Mouse, une VTuber. Donc Iron Mouse qui a contribué beaucoup à la sensibilisation aux maladies orphelines, ce genre de choses. Donc c'est vraiment des contenus de tous les genres que tu peux voir chez les VTubers. Mais la différence par rapport à un créateur de contenu normal, c'est qu'à la place d'avoir la petite caméra avec un petit barbu dans le coin, ça va être une anime girl, un gorille, un robot, plein de choses. Vraiment, l'imagination est la seule limite. Est-ce qu'il y a une filiation avec toutes les... alors je sais plus comment ça s'appelle, mais tu vois, Miku Hatsune, tout ça, tout le monde de l'idole virtuelle, tu vois. C'est très fortement lié, en particulier dans le cas des VTubers japonais, puisque l'agence que j'ai mentionnée tout à l'heure, qui a l'énorme studio de mocap, c'est en fait une agence d'idol, mais du coup d'idol virtuel. Avec toute la communauté et les codes qui y sont liés. Donc on a vraiment des générations d'idoles. Ils annoncent qu'il y a 4 nouvelles personnes qui vont commencer sous leur label. Instantanément, les personnes n'ont même pas fait leur premier stream, qu'ils ont déjà 100 000 followers. Et ça, c'est du coup vraiment la vibe idol, où tu as la marque, tout le monde qui est fidèle, les conventions entières des cosplayers, tout ce genre de choses. Est-ce qu'on peut dire que c'est des industries plantes ?
Je sais pas si tu connais le terme. Ça me dit rien. En fait, moi, je sais pas, ça te parle, toi, François? Non. C'est un terme qui est assez récent, enfin, je pense, j'ai l'impression, qui est, en fait, c'est des boîtes, souvent de prod, qui vont essayer de construire une célébrité à partir de rien, en fait. Ils vont prendre quelqu'un qui correspond à peu près à des codes et ils vont lui faire chanter tel ou tel genre de musique qui va marcher bien, machin, et puis pousser à fond le marketing pour pousser la personne à ce que ça marche. Et des fois, ils font même juste des tests, c'est-à-dire qu'ils vont faire, hop, on met une personne, on met un genre musical, puis ça marche pas du tout, hop, 2-3 semaines après, on efface tout et on peut même la revoir popper un an après ou deux avec un truc, une DA complètement différente. Et puis, donc ça, j'y vois un peu la même chose, tu vois, quand tu dis, on fait un nouveau personnage, on le pousse et comme dire, on voit comment ça prend, parce que j'imagine il y a aussi des personnages qui, du coup, marchent pas ou en tout cas vont avoir moins de popularité et qu'est-ce qui se passe, du coup, ils arrêtent. J'ai vu entre autres déjà des industries plantes qui faisaient ce genre de choses, genre on lance un talent comme ils appellent, on met plein de marketing autour et tout, et puis des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas, et si jamais ça fonctionne pas, l'idole va subir une graduation, elle va être diplômée et partir vers une meilleure vie. C'est sa retraite. C'est ça. Mais ça c'est un terme qui est vraiment lié au Japon pour le coup. C'est une façon simple de dire on la vire. C'est ça. Et c'est aussi lié beaucoup au monde de l'idol, mais non virtuel, quoi. Genre, il y a toutes ces scènes où dans AKB, t'as une cérémonie et puis c'est genre salut, t'es trop vieille, ciao. Il y a ça, ouais. T'as 18 ans, dommage. Non, après ça dépend. J'imagine t'as des groupes où c'est ça, mais voilà. ça dépend de l'agence et tout. Mais du coup, ces parallèles sont intéressants, je trouve, entre les deux. Après, derrière, ça reste les industries. Et du coup, ça m'amène à une autre question, parce que ça m'intéresse aussi. Du coup, est-ce qu'il y a des indés Tout à fait. Ah ouais. Il y a des grosses franchises énormissimes, il y a des moyens, il y a des groupes d'amis qui deviennent une espèce de famille et qui font leur truc ensemble et ça fonctionne. Et il y a aussi des tout petits indépendants qui font leur truc dans leur coin. Et parfois, c'est là qu'on trouve des véritables perles incroyables avec de l'originalité, de la fraîcheur, parce qu'ils n'ont pas à subir des codes ou quoi que ce soit. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de restrictions sur peut-être des trucs à suivre, des produits à placer à fond. Tout ça, ouais. Enfin, c'est ça qui, des fois, peut être intéressant. Parce que moi, je ne connais pas du tout le monde des VTubers, mais tu vois, genre, côté streamer, j'ai un peu plus, je suis un peu plus consommateur de streams classiques. Et en fait, on voit un peu ça, quoi. On voit des streams qui pop, qui sont poussés par des industries, on voit des gens qui sortent un peu de nulle part et qui font des trucs, et puis ça plaît aux gens, et ça continue, quoi. Exactement. Donc, je pense que c'est très similaire. C'est vraiment l'entre-deux du streaming classique et de l'idol, avec certains qui sont plus d'un côté, certains qui sont plus de l'autre. Cool. Et donc du coup, attends, t'avais peut-être une question? Non, j'allais dire justement, est-ce que cette première commande que tu as eue, est-ce que ça a enchaîné ou est-ce que ça s'est... Ce n'était que le début. Du coup, j'ai fait cette commande de juste 3 petits modèles pour BuffPop. Merci BuffPop. Et tous ses potes, c'est quand même une communauté assez niche, donc tout le monde se connaît, tout le monde a vu ça. Tout le monde m'a demandé quelque chose pendant des mois et des mois. En fait, je faisais juste des commandes et c'était fantastique. J'avais l'occasion d'interagir avec des créateurs super cool, de bosser sur des projets super intéressants. Et juste, c'était un véritable vent de fraîcheur par rapport au petit marasme dans lequel j'étais à cause du burn-out. Parce que c'était vraiment un changement radical dans ce que je faisais. Et j'adorais en plus le faire. C'était super cool. Ah, c'est vraiment ton side project de détente qui devient ton activité, quoi. Tout à fait. Donc c'était pas parfait bien sûr, mais franchement ça m'a plu pendant des mois et des mois. Petit à petit, je me suis quand même un petit peu aussi tourné sur revenir vers le jeu vidéo parce que ça me manquait. J'ai un petit peu réduit les voilures sur la modélisation. Mais c'est quand même quelque chose qui me tient vraiment à cœur encore. Et que, par exemple, la semaine dernière, j'ai eu une petite commande d'une ancienne cliente. Puis j'ai dit, oui, avec plaisir. Donc, voilà, j'ai fait un super modèle de déguisement gonflable de Père Noël. Donc, où on a le corps du renne qui passe devant et les jambes qui deviennent les jambes du renne. Parfait, tu peux faire des trucs saisonniers. Exactement. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais, parce qu'au final, c'est la même personne, mais globalement, tu vas y changer des choses, tu vas en fonction de... J'imagine qu'il doit y avoir aussi tout un délire sur
peut-être changer d'habit entre les streams, machin. Enfin, Oui, c'est vraiment un truc que j'y connais tellement rien que ça m'intrigue, tu vois. Ça... tout à fait. La plupart du temps, les VTubers vont avoir un modèle et éventuellement lui changer ses costumes, ses outfits. Et ensuite, quand il sera temps de passer soit un nouveau design, soit simplement à des changements un petit peu plus majeurs, avoir un nouveau modèle auquel il pourra rajouter de nouveau des costumes et ce genre de choses. Donc Iron Mouse, que j'ai mentionné tout à l'heure, il y a un site entier qui recense les dizaines de différents modèles et costumes qu'elle a, avec à chaque fois des différences légères de design, mais un outfit totalement différent, un truc pour Noël, un truc pour l'été, un truc pour machin, tout ça. Et tout ça, c'est bon, dans le cas d'Iron Mouse par exemple, c'est vraiment elle a des problèmes de santé qui l'empêchent de sortir, et donc c'est la majorité de ses contacts avec le monde de streamer. Et donc pour elle, c'est vraiment juste un habit comme un autre. Elle se présente à quelqu'un d'une façon différente avec ces différents costumes. Et moi, du coup, comme j'ai les compétences de faire ces modèles-là, forcément, je m'y suis mis un petit peu pour moi-même. Et je me retrouve avec l'espèce de main en or où je peux faire mes propres costumes à l'infini, changer toutes les semaines. Bon, c'est pas le cordonnier le mieux chaussé, donc j'ai pas le temps de bosser infiniment sur mon modèle. Mais dans un autre monde, ça serait fantastique. Je rebondis là-dessus, alors après on va peut-être changer de sujet, mais c'est vrai qu'on ne connaît pas trop ce sujet-là. Techniquement, tu as moyen de faire, je sais pas, des couches et de dire, par exemple, les vêtements par-dessus, en fait, c'est ça qui est interchangeable et tu mets des sortes de skins à la Minecraft. Hein. Désolé, j'ai pas de... Oui, c'est une bonne façon de simplifier. Pour les modèles 2D, en fait, le modèle 2D, c'est un PSD avec tous les calques du monde. Ok. Et ensuite, un petit fichier binaire qui dit comment tout agencer, qu'est-ce qui se passe quand la personne tourne la tête sur la caméra, ce genre de choses. Et donc, ce gros fichier PSD, en fait, il peut être partiellement réutilisé pour faire d'autres costumes. Okay. Et dans le cas d'un modèle 3D, c'est pareil, t'as ton modèle 3D, tu coupes la moitié des vertex et puis tu remplaces par autre chose. D'accord. Ouais. Voilà. Ouais, non, mais c'est cool. Mais du coup, je sais que, j'ai vu que tu avais fait aussi des fan games dans ce cadre-là. Tout à fait. Du coup, on transitionne un petit peu en douceur vers le jeu vidéo. Et en fait, c'est quoi l'utilisation de ces fan games? C'est pour la communauté, c'est pour le VTuber, c'est pour les deux, c'est... Je pense que c'est pour moi avant tout. J'ai envie de créer quelque chose, je le crée. Et ensuite, je l'offre à la communauté, aux VTubers, à qui on veut. Il y en a qui me donnent de l'attention et c'est fantastique. Il y en a qui passent totalement inaperçus et c'est pas grave. Mais avant tout, c'est vraiment, il y a quelque chose qui me plaît, je crée quelque chose sur ce sujet. Donc je vais prendre la mascotte de quelqu'un et la mettre en scène dans un petit jeu. Je vais prendre le personnage entièrement parce que son modèle a été fourni gracieusement par la personne et la mettre en jeu. Donc c'est vraiment juste pour créer parce que j'ai envie. Pour étendre un peu peut-être l'univers, le lore. Ouais, le lore du personnage au final, c'est un peu ça, je pense. Ça va être difficile de faire directement quelque chose qui sera canon dans le lore du personnage, mais oui, ça permet de le voir dans plus de situations. C'est vraiment quelque chose de... C'est juste un petit cadeau sympa, quoi. La plupart du temps, les fangames, le principe d'un fangame, c'est que du coup, c'est juste un truc de fan. Mais ça m'a permis, entre autres, d'avoir des commandes de jeu. Puisque non seulement les VTubers, ils aiment bien avoir du coup un modèle, soit de leur mascotte, soit tout ça, et bien il y en a, entre autres Buff Puff, le retour, qui m'ont commandé de leur faire un jeu entièrement à leur image. Ah oui. Et donc sur Steam, j'ai 2 jeux qui sont des commandes. Mon projet actuel, c'en est une. Le premier, c'est Gooba Ball, qui est un remake de Suika Game, donc le jeu de la pastèque. C'était très populaire il y a quelques mois. Et le plus récent, c'est Pocket Waifu Desktop Pet, qui est un Tamagotchi, dans un sens, qui vit sur votre bureau, donc comme Bonsai Buddy ou Clippy, le compagnon de Ward. Okay. Mais la différence là, c'est que le personnage, c'est Silverveil, la streameuse. C'est vraiment son modèle, on travaille en collaboration, c'est sa commande.
Et ça, non seulement c'est fun à faire, en plus ça marche bien, mais c'est juste une expérience incroyable. Donc c'est quand même une commande, donc ça me restreint dans ce que je peux faire, dans mon temps de créateur et ce genre de choses. Mais c'est une expérience exceptionnelle. C'est vraiment super cool. C'est vraiment sortir des sentiers battus de nous, de ce qu'on peut connaître sur le côté indépendant de la chose. C'est vrai que c'est rigolo, je trouve. Et tout ça, c'est né de simplement, au final, les modèles que je faisais initialement, on peut voir ça comme des échantillons gratuits, involontairement. C'était juste genre, hey, regarde, c'est cool. Là, quelqu'un me dit, fais-moi en plus, donne-moi en plus. Même les fangames, donne-moi en plus. Et il y a un peu ce côté visibilité qu'il y a aussi chez les graphistes qui vont faire des fanarts ou des choses comme ça et qui les postent sur les réseaux. Ça buzz et derrière, là, il y en a quelques-uns. Ça fait longtemps, mais là, je trouve qu'en ce moment, il y en a quand même pas mal. Si bien que il y a des événements où ils prennent des graphistes pour justement, un peu comme on faisait dans les siècles avant, où il y avait un peintre qui immortalisait la scène. Là, il y a un peu ce truc-là. Exactement. Et on retrouve un peu cette allégorie avec ce que tu nous proposes. Le fanart, c'est sympa, ça permet d'avoir beaucoup de traction sur les réseaux sociaux et tout, mais malheureusement, ça éclipse totalement mes trucs originaux. Parce que dans mon expérience d'indépendant, j'ai sorti un jeu sur Steam aussi, un petit party game vachement sympa, vachement péchu, chaotique et tout. Et en comparaison de vraiment un truc sponsorisé, entre guillemets, par quelqu'un qui a beaucoup de visibilité, malheureusement, on n'a pas la même chose. Donc, il s'appelle comment ? Ouais, c'est ça. C'est Tomb Robbing with Friends, pillage de tombes entre amis, qui est disponible sur Steam pour la modeste somme de 3-4 euros. Très fun, je le recommande énormément. Mais c'est un petit jeu que j'ai développé du coup en quelques mois. Je me suis mis le challenge de sortir un jeu sur Steam. L'objectif, c'était juste faire un jeu, le mettre sur Steam. Et en mode crash test un petit peu, genre je fais quelque chose, je m'en fiche de comment ça fonctionne et tout ça. Et je me suis rendu compte que j'adore faire des jeux et je déteste vendre des jeux. C'est vraiment une autre facette. Clairement pas le premier à le dire. Je pense que, en fait, c'est vraiment un euphémisme de dire que les jeux vidéo, c'est juste développer. Je pense que même j'irais plus loin que ça. Le plus dur, c'est d'être marketeux de son propre jeu. Et ça, c'est vraiment le truc qu'on on t'apprend pas forcément dans les écoles, ou alors peut-être maintenant parce qu'il faut se vendre, mais savoir se vendre, c'est vraiment le plus. C'est autre chose, hein. C'est un autre métier, d'autres compétences. C'est clair. Et du coup, moi, sur Tomb Robbing with Friends, exactement. Quand j'ai regardé, parce que j'ai fouillé un petit peu, ça m'a fait penser à un autre jeu que peut-être tu as entendu parler, qui s'appelle Cthulhu. Pas du tout, ça te dit rien. C'est en fait quelqu'un qu'on connaît qui était venu sur un précédent podcast qui s'appelle Damien Mayence. Allez voir le podcast. Et en fait, il a fait un jeu là qui est pas encore sorti, tu vois, qui va bientôt sortir c'est pas du pillage de tombes, mais c'est un peu c'est des donjons en fait. Ça ressemble beaucoup. C'est du Overcooked, mais de donjons, tu vois. Excellent. Et donc j'ai l'impression, alors je sais plus si c'est plus compétitif dans le jeu, c'est ça ? Exclusivement compétitif. Ouais, voilà. On pousse ses copains dans les pièges pour voler leurs pièces. Et là, du coup, en fait, son jeu à lui, donc qui ressemble beaucoup au tien, en fait, c'est coopératif du coup. Donc c'est un peu une autre facette en fait. Mais c'est très drôle d'avoir vu ce parallèle en fait entre les deux. Et donc quand j'ai remarqué ça, je me suis dit tiens, c'est marrant, on dirait à peu près la même chose, mais j'ai vu quand même la notion de compétition et de coopération. Et donc tu pourras aller jeter un œil avec Cthulhu. Donc je sais plus quand est-ce qu'il va sortir, peut-être l'année prochaine, il me semble. Et donc allez voir aussi Cthulhu, enfin Tomb Robbing with Friends. Et voilà, donc pour la petite comparaison, j'avais trouvé assez rigolo parce qu'il y a cette histoire de pièces et des choses comme ça, qui est intéressant. Voilà. Et donc ce jeu-là, tu l'as sorti là, c'est ça, il est sorti il y a maintenant 2 ans, je crois que c'était en août 2022, je pense. Et par manque de compétences marketing par manque d'envie surtout. Ouais. J'ai fait quelques faibles efforts, mais je suis pas allé bien loin. J'ai envoyé des copies à des différents magazines en ligne, ce genre de choses.
pas vraiment de réponse, pas beaucoup d'efforts additionnels. Ce qui a étonnamment en fait le mieux marché, c'est d'envoyer des clés à des VTubers, puisque j'étais déjà dans cette sphère-là, et du coup j'ai eu un petit peu de visibilité par le biais de streamers. J'ai eu quelques vidéos YouTube qui ont été faites sur le jeu, je sais pas comment il a été trouvé par ces grosses chaînes, mais c'était fantastique. Et dans l'ensemble, c'était une bonne expérience pour voir vraiment le pipeline de sortir un jeu sur Steam moi-même. Mais c'est pas le succès de l'année. C'est vrai que c'est peut-être pas une cible aussi qui est majoritairement visée quand tu développes un jeu que d'envoyer des clés à des VTubers. Et que c'est peut-être, je veux dire, peut-être les développeurs de façon traditionnelle, ils envoient plutôt à des streamers bien réels, généralistes, tu vois. Ouais, généralistes. Mais c'est peut-être aussi un marché entre guillemets où en tout cas il y a de l'intérêt, il y a du public et ça peut aussi susciter du coup des mini buzz entre guillemets. Donc en tout cas c'est cool que tu aies eu quelques retours sympas. Oh oui, et puis voir les gens jouer en plus, c'est toujours, tout le monde le dira, c'est le meilleur sentiment au monde en tant que créateur, de voir des gens s'amuser et tout. Bon, moi en plus, faire les fous, faire les andouilles, s'embrouiller et tout, c'est fantastique de voir le chaos que je cause chez les gens dans leur Vraiment, relation. tu crées le feu et tu regardes les gens se cramer dans le feu, quoi. C'est parfait. On n'a pas parlé itch.io. Peut-être on pourrait se faire un petit laïus là-dessus. A priori, tu es assez friand de poster, d'uploader des jeux sur itch.io. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? J'ai uploadé plus de 100 projets sur itch.io. Wow. Sur ma page, il y en a peut-être seulement une vingtaine qui sont accessibles. Déjà, c'est à côté simplement pratique. Genre, j'upload, j'envoie le lien aux gens, ils peuvent l'essayer. Mais aussi, simplement, c'est plaisant d'avoir ma petite bibliothèque en ligne avec vraiment tout et n'importe quoi, parce que du coup, sur 100 projets, j'ai quand même fait le tour de beaucoup de choses. J'ai fait un jeu de bowling, j'ai fait des jeux de course en fausse 3D, j'ai fait un jeu avec Crash Bandicoot, Lidl Edition. Exactement. Version Wish. David Cage. Ah. J'y ai joué, c'est très drôle. Ah, c'est Crash Bandicoot. Oui, c'est ça. Exactement. Crash Bandicoot. C'était un jeu pour une jam. Je suis un gros jammer. Ah oui, c'est ma question d'après. Donc voilà. Tu m'as devancé. C'était pour la jam Canard PC. Je crois que c'est fini les jams Canard PC, à ma connaissance. Mais du coup, c'était très marrant. Le thème était loufoque, le jeu était idiot. C'était vraiment mon genre, du coup. Parfait. Donc Game Jam, tu fais habituellement sporadiquement ou tu es un habitué sur certaines ? Avant, c'était très fréquent. Quand j'étais en études, je faisais des jeux tout le temps. Vraiment, j'étudiais toute la journée et le soir, je faisais des jeux tout le temps. Je participais au Ludum Dare, aux différentes jams que je pouvais trouver par-ci par-là, la Asylum Game Jam, vraiment un petit peu de tout. Rien de bien régulier, si ce n'est peut-être la One Game a Month, qui, il y a quelques années, donnait un thème par mois et on pouvait faire un jeu par mois. Okay. Mais sinon, c'est surtout la vibe de faire des jeux très courts. En ce moment, par exemple, là, j'ai un Secret Santa pour lequel je fais un jeu qui va être 15 heures de boulot au total, rien de plus. Donc c'est vraiment, ce qui m'intéresse, c'est des développements courts, des expériences fun. Si ça marche pas, c'est pas grave, il y en aura 100 autres après. C'est une manière de tester des concepts plus profonds, des choses que tu veux faire. Tu vois, par exemple, Tomb Raider with Friends, tu l'avais fait, tu l'as commencé en jam ou c'était vraiment juste comme ça à côté, tu t'es dit tiens non, j'ai vraiment envie de faire un jeu et donc j'y vais. C'était plus dans le cadre vraiment de sortir le jeu sur Steam, donc là il fallait quand même quelque chose d'un petit peu plus long. Mais tu l'as pas, ce que je veux dire c'est que c'est pas quelque chose que tu as imaginé en jam et que tu as ensuite tu t'es dit ah ça c'est une bonne idée pour faire un jeu sur Steam, tu vois. Il y a des gens qui fonctionnent aussi comme ça. J'ai plusieurs projets de jam qui sont de ce genre, mais Tomb Raider with Friends n'en était pas un. Non, ceux qui étaient pour une jam et qui vont sans doute à terme finir par devenir un jeu fully fledged, ça serait un idle game roguelike qui joue tout seul, qui s'appelle Doglike.
Un point and click assez particulier parce que ce n'est pas un point and click, c'est un type and return. Il faut vraiment écrire marche vers l'avant, arrête-toi, tourne à gauche, qui est un jeu d'enquête où tu es un canard enquêteur, ce genre de choses. Il y a des jeux que j'ai vraiment fait rapidement et que j'ai envie d'explorer davantage. Et on verra si ça le devient. Du coup, la question, c'est de se dire, est-ce que comme UFO 50, tu vas faire une sorte de bundle de tous ces jeux Ça pourrait être fun. Je saurais pas dire si c'est quelque chose qui m'intéresse. Je l'ai pas encore considéré, mais Parce qu'au début, j'allais te demander si potentiellement ça faisait en mode des mini-jeux dans un jeu plus global. Bon, a priori, les styles sont quand même vraiment diamétralement opposés, mais UFO 50 a cet avantage de justement proposer plein d'expériences de jeu, mais des petits jeux. Donc là, je retrouve un peu ce que tu dis. Donc, ouais, je vois l'idée. C'est vrai que ça peut être intéressant pour organiser le tout, faire un petit, je dirais pas un petit CV, mais vraiment juste un petit truc à feuilleter. Ouais. Voilà, vous pouvez voir ce que j'ai fait, ça c'est moi, en mettant différentes catégories, genre les trucs sérieux, les trucs gogol. Ça va être voilà, autre chose. Là, ça peut être pas mal, mais notamment avec les streamers, on en parlait tout à l'heure. C'est ce genre de choses où, en fonction du streamer, il va y avoir différents affects vis-à-vis de différents jeux. Et de proposer ce genre d'expérience permet, alors, du jetable dans certains cas, mais aussi des trucs où ça va être prenant et de se dire, ah, peut-être un truc à creuser. Et là, au moins, en fait, finalement, tu fais un audit de ce qui intéresse les gens et derrière, tu peux creuser ou pas dedans. Donc ouais, ça peut être intéressant. Je t'en prie. J'ai du coup, je regardais un petit peu les points que j'avais notés et j'avais aussi noté un jeu qui s'appelait Mega Skater Bowser Turbo Deluxe. Et j'ai vu qu'il y avait une histoire d'espagnol dedans. Ouais, donc je sais pas, ça c'est un des trucs qui est ressorti de mon petit mon petit sortage sur internet. Les spécialistes dans aller chercher les petits trucs. Ouais, je vois, c'est une histoire bien obscure. Mega Skater Bowser Turbo Deluxe. C'est un très vieux jeu que j'avais fait pour déconner. Je crois que c'était même pas pour une jam. C'était un jeu de skateboard de saucisse. Donc c'est vraiment une saucisse avec des bras et des jambes qui fait du skateboard. Et le machin est moche, il est pété, il est nul. C'est plutôt fun. Et ça a été un franc succès au Brésil, parce que le jeu pèse moins de 20 mégaoctets. C'est un critère spécifique. J'ai été dans quelques vidéos de les 5 meilleurs jeux de l'année en moins de 20 mégaoctets et ce genre de choses. Donc, malgré la qualité catastrophique du jeu, qui participe quand même au fun, dans certaines sphères, ça a été un franc succès. Mais j'en profite, on n'a pas parlé de technique. Tu utilises quel moteur pour faire ce genre de jeu ? Exclusivement Unity. Okay. Ça fait maintenant 10 ans que j'utilise Unity. Je pourrais changer pour voir si l'herbe est plus verte ailleurs, mais franchement, toutes mes habitudes, toutes mes connaissances, je peux faire quelque chose incroyablement rapidement et de haute qualité juste en restant sur Unity. Donc j'ai pas prévu pour l'instant de changer. Sauf peut-être pour revenir sur Click and Play. Je l'ai retéléchargé récemment. C'est dur quand même, c'est rude. Et du coup, tu arrives quand même à produire des trucs à moins de 20 mégas avec du Unity derrière, quoi ? C'était avant ça. C'était Unity 2018, je pense, où il y avait beaucoup moins d'API directement inclus et tout ça. Mais là, pour le jeu de Secret Santa que j'ai mentionné tout à l'heure, j'ai fait une build, c'était une build web, et ça pesait que 8 mégaoctets. Ça m'a bluffé quand même. Alors il y avait 5 sprites qui se battaient. J'ai regardé la liste du coup. Unity te fournit le log de tout le poids des différents assets qui vont dans ta build. Le truc le plus lourd, c'était le logo Unity qui était forcément inclus. 2,7 mégas. Ah oui. Sur 8, c'est beaucoup. Ah ouais, c'est vrai que ça prend un peu plus d'un tiers, quoi. C'est chaud. Oui, j'avais sorti ce jeu parce que c'était un truc. Déjà, avec le nom est parfait. C'était ça, voilà. Et puis, j'avais pas noté l'histoire de saucisse, mais en fait, c'est ça qui m'a fait me dire il faut qu'on en parle. Il marque quand même. Et t'avais pas fait des ateliers ou des choses comme ça ? Enfin, je sais plus, je crois que j'ai vu une photo avec des enfants ou un truc vis-à-vis de ça, de ce jeu-là. Ou c'est un autre, peut-être, je sais plus. Un autre jeu avec des enfants, je crois pas. Je suis pas trop dans l'éducatif, ce genre de choses. C'est vraiment juste. Il semblait avoir vu quelque chose, mais.
Et sinon, j'ai noté Bird Loop. Alors oui, ça c'est un espèce de jeu de jam bizarre où j'ai essayé quelque chose. T'es un oiseau, tu fais caca sur les gens. Bon. On a eu un jeu de jam exactement comme ça. Ah ouais? Ouais. On se souvient plus. Si, avec des mouettes qui... Ah ouais? Ouais. On a eu ce ça, je m'en truc-là souviens aussi. pas du tout. C'est peut-être moins bien fini, peut-être pas sur Unity. Mais il y avait le même délire. Ouais. Je crois que l'intention derrière ce jeu, c'était de faire un truc bête, bien sûr, et rigolo, mais en plus de vraiment challenger le joueur sur les inputs, parce qu'il faut spammer espace pour battre des ailes et en même temps contrôler tout ça. Donc c'est jongler un petit peu avec ça, mais c'était vraiment juste un petit projet comme ça. J'en garde pas des énormes souvenirs comparé à le jeu de la saucisse ou ce genre d'autres aventures. En tout cas, l'anecdote, elle est très bien. Sur le Brésil. C'est vrai que même je savais pas, et c'est un critère. Sachez-le, si vous faites des jeux de moins de 20 mégas, vous avez peut-être un public carrière au Brésil. Voilà, moi je crois que c'est à peu près tout. C'est du coup là maintenant, qu'est-ce que tu fais? Je bosse encore sur la commande sur Pocket Waifu et je me sens prêt à nouveau pour tout faire pour faire un jeu et le sortir sur Steam à nouveau. Et là, le projet que j'ai en tête, c'est un jeu d'horreur fait en 48 heures chrono avec des assets achetés sur le store, une qualité catastrophique si possible, avec le unique selling point que le monstre te poursuit, mais tu peux le repousser facilement en criant pénis dans ton microphone. Toi, physiquement, du coup, t'es genre ah, pénis, pénis, pénis. Ça a le potentiel de buzzer. C'est plus pour le côté débile que je veux. Faut juste que ça passe Steam, quoi. Alors, Steam a des guidelines très spécifiques sur ce qui est autorisé ou non, et je me renseignerai du coup sur ce qui va passer. Peut-être que phallus sera mieux que pénis, on ne sait pas. Voilà. Je pensais pas dire ça dans un podcast de co. Non, après, je pense qu'ils ont aussi relativement lâché un peu au niveau des guidelines, parce qu'il y a quand même un bon catalogue de jeux bien moins de 18. Il n'y a pas de conditions sur la qualité ou la créativité d'un projet. C'est plus des choses, je pense, du côté légal et ce genre de choses qui regardent, parce que après, voilà, faut pas miner des bitcoins, ce genre de choses. Et puis évidemment. Ouais. Mais du coup, concept intéressant. Ça devrait bien marcher dans le cadre de festivals ou d'installations dans des coins. Là, tu vois bien, genre, je sais pas. Tu mets ça dans un lieu public et puis t'as tout le monde le genre de... Remember les jeux de Game Jam où les gens sifflent ou font piou piou piou. Remember ça. On avait eu ça, un jeu où il fallait faire piou 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 pour tirer dans le jeu. Et donc c'est très énervant pendant 48 heures. Surtout le playtest qui fait non ça marche pas, piou piou piou. Ah non ça marche pas, piou piou piou. J'ai un souvenir, j'ai pas fait les Zoo Machine moi-même, la Jam Zoo Machine, mais j'avais vu une vidéo de quelqu'un qui avait fait un jeu VR. Alors VR sur mobile, donc on tenait vraiment le truc comme ça. Et c'était du coup, il faut viser et tirer sur les gens en criant. Vraiment, plus le volume est fort, plus on tire fort. Donc c'était... C'est débile. C'est parfait, c'est débile. Et du coup, pour les game jams, quand tu fais des game jams, c'est plutôt chez toi en ligne ou c'est plutôt... Enfin, ça t'arrive de faire des jams en physique, avec des gens, en équipe, tout seul? Jadis, c'était physique. Encore une fois, quand j'étais à Valenciennes pour Super Info Game, où il y avait du coup vraiment les autres élèves de l'école, on se regroupait, c'était vraiment social, c'était cool. Maintenant, c'est plus en ligne exclusivement, sauf exception. J'ai l'espoir de rejoindre la barbecue jam un jour. Et non, attendez, objection. Il y a la Global Game Jam, j'allais justement te dire, mais viens en physique avec nous à la Global Game Jam mais quels sont 2024, 24, 25, 26 janvier. Au Jardin Moderne, inscrivez-vous. Peut-être que je vais bien venir. Ah ouais, c'est la meilleure de nos game jams. C'est une game jam mondiale. Il y a quand même... Alors, c'est quoi les chiffres? Parce que je les ai oubliés, ça y est. Il y a 800 sites et il y a 40 000 personnes, 40 000 jammers. Ouais, 40 000 jammers, ça je m'en souviens. 800 sites, 40 000 jammers dans le monde avec le même thème. Voilà, donc cette jam-là... Nous, on organise le site de Rennes à notre petite échelle. Et après, il y en aura d'autres, il y a la barbecue jam, mais nous sommes
commençons à devenir célèbres et à essaimer dans la France les intérêts. Parce que du coup, maintenant, tu es basé à Paris, c'est ça? Non, je suis passé à Bordeaux. Bordeaux, ok. Le petit Paris. Oui, d'accord. Paris 2. C'est ça. Franchement, Paris, c'était 23 mètres carrés, tout ça. Et je suis passé à Bordeaux en appart confortable, des amis quand même, ce genre de choses. Je suis vraiment content de Bordeaux. Ça fait un peu loin de Rennes, mais ça vaut le coup de venir. Je suis allé cet été. Ah. J'ai vu. Je suis parti. Oh, l'anecdote en béton. C'était Non, bien, en vrai, c'était sympa. Mais bon, je préfère Rennes quand même, mais c'était sympa. Je suis pas spécifiquement de Bordeaux. Pour l'instant, j'ai passé moins de temps à Bordeaux qu'à Paris et passé moins de temps à Paris qu'à Limoges. Donc, cette fameuse ville. Et du coup, tu avais des communautés game dev dans ces villes-là. T'y es allé ou comment dire Je suis très mauvais pour me mêler aux communautés game dev. Là, bientôt, je vais commencer à bosser dans un coworking avec une connaissance, entre autres, qui fait du game dev. Mais à part ça, franchement, j'allais juste au bar avec les gens d'Ubisoft. Ce qui est déjà pas mal. Oui, mais, c'est une forme de meet-up. Voilà. Ça marche bien aussi. Hein. Non, franchement, Bordeaux, je l'ai choisi arbitrairement. Et les communautés, je m'y suis pas encore mêlé. Mais franchement, bah voilà, là... faire le premier pas, venir voir Rennes, tout ça, ça donne envie de vraiment un petit peu plus se mêler aux gens. C'est cool. Bah oui, il n'y a pas de problème. À la preuve, hein. Allez voir la vidéo de Zef et Ramo, ils sont à Bordeaux aussi, je crois, il me semble. Qu'on avait rencontré à Maze à Berlin. Bah voilà, donc je sais pas, est-ce que tu as un mot à rajouter Ubuesque. Ubuesque. Voilà. Juste un mot, ok. Voilà. Est-ce que la régie a quelque chose à demander? Une question Une remarque? Non. Parce qu'on est à côté de là où a été créé Perubule. Ah oui, on est à côté de l'Ubu. Waouh, la régie. Merci la régie. Merci la régie. Merci pour le son. Bah du coup, si on s'arrête là, nous, dans nos prochaines dates, donc c'est la globale. Après, il y aura une jam internationale qui va débarquer courant avril. Et puis la barbecue en juillet. Et ça va être cool. D'ici là, il y aura d'autres podcasts. Exactement. Voilà. Avec d'autres gens formidables. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, on met la cloche, à partager, à commenter, parce que c'est un peu vide, on se sent tout seul. Ah ouais? Ouais, mais bon, c'est pas grave. Si vous aussi, vous avez des anecdotes exactement similaires aux nôtres, pour voir si on est d'autres à être liés. Ouais, c'est ça. Oui. Les fans de Lego Racers, là, on vous voit. Et dites aussi quel mot il faut crier dans le jeu d'horreur aussi. Ça risque de trigger quelques trucs automatiques. Chez YouTube, par contre, ça marche pas, non. Ouais. En tout cas, merci à l'Edulab de nous avoir encore et toujours accueillis dans ces fameux lieux avec ce fameux matériel. Merci à toi d'être venu. Franchement, c'est super cool de venir d'aussi loin de Bordeaux pour discuter. On essaime, comme on dit. Et puis on se retrouve pour le prochain. Yes, à la prochaine. À la prochaine. Salut. Ciao. On avait envie de retrouver justement les plaisirs qu'on retrouvait en jam, de faire nous-mêmes, de maîtriser aussi ce qu'on fait, de ne pas subir.